14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors j'avoue, lorsque j'étais une petite fille, bien moi aussi, je croyais au prince charmant et puis évidemment je le voyais sur son cheval blanc. Bon alors, j'ai réalisé la moitié de mon rêve puisque j'ai eu des chevaux blancs, mais je ne l'ai pas rencontré, ce prince charmant. Alors, heureusement, mes parents m'avaient élevé avec ce fameux principe de réalité dont va nous parler Didier Pleu. Et donc, j'ai accepté de perdre mes illusions et mon idéal de l'amour. Alors, je vous propose de comprendre pourquoi il est essentiel de garder du bon sens, même en amour. Parce que attendre d'être totalement comblé, que notre partenaire nous offre tout ce dont on a manqué, et bien plus encore, eh bien, c'est forcément rendre une relation tout à fait impossible. Didier Pleu va nous aider à éviter les demandes irrationnelles et durant ces 2 heures, eh bien, vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas attendre des choses impossibles, que ce soit en amour ou sexuellement d'ailleurs. Et oui, notre partenaire va nous frustrer de par sa condition d'individu différente de la nôtre. Et puis, si vous avez des questions à poser, si vous voulez témoigner, eh bien, je vous invite à nous rejoindre en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Didier Pleu. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes psychologue, psychothérapeute. Vous écrivez depuis très longtemps qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas éduquer les enfants avec trop de permissivité, qu'il faut quand même à chaque fois rappeler que la frustration est nécessaire. Et donc, eh bien, on va en parler de tout ça parce que si on n'est pas prévenu que de toute façon, la vie c'est aussi de la frustration, il n'y a pas de raison qu'on accepte d'être frustré par son partenaire en quelque sorte. Oui, vous avez tout bien résumé. C'est toujours le refus du principe de réalité. Effectivement, le couple, c'est souvent ça qui est en jeu, quoi. C'est-à-dire, on a des attentes, on a des souhaits, des désirs qui deviennent des injonctions. Et puis, si à un moment donné, on pète les plombs, on est en colère contre le partenaire parce que le partenaire, il n'est pas dans notre réalité. Vous savez, je répétais toujours la même petite phrase de l'auteur André Gide, excusez-moi, je radote, mais bon, c'est l'âge. Et quand il parlait du bon sens, il disait « Le bon sens consiste à ne pas se laisser éblouir par un sentiment ou une idée, si excellent puisse-t-il être, jusqu'à perdre de vue tout le reste. » Ça voulait dire que, de temps en temps, on est trop à l'émotionnel, on est hors réalité, on quitte la réalité, on n'a plus de bon sens, et Dieu sait si ça arrive très souvent en parentalité, mais aussi dans le couple. C'est-à-dire que, oui, on est séduit par nos émotions, mais on pense trop avec nos émotions, et on a des bonnes émotions, certes, mais quelquefois on a des émotions qui génèrent, qui construisent des attentes irrationnelles. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, Brigitte. Alors, vous avez écrit un livre aussi, On aime comme on a été aimé, et je crois que c'est peut-être important de revenir sur ce sujet-là tout de suite avant de donner la parole aux auditeurs, parce qu'au fond, oui, si on a été un enfant roi, voire on parle même aujourd'hui d'enfant empereur, et on peut craindre que demain on parle d'enfant tyran, on n'a jamais, on ne sait pas ce que c'est que la frustration, puisque nos parents, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'on éduque puisqu'ils nous aiment, nous ont essayé de combler tous nos désirs. Donc forcément, quand on commence à vivre son histoire d'amour, on considère normal que notre partenaire essaye de répondre à tous nos désirs. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle les synthèses émotionnelles qu'on construit au fur et à mesure de notre vie. Si effectivement quelqu'un a été élevé comme un dieu tout-puissant, quand il va entrer en couple, il s'attend à ce que son ou sa partenaire soit tout le temps en train de l'adorer, de l'aduler, d'être chosifié, d'accepter tous ses désirs et ses caprices. C'est la toute-puissance d'un homme ou d'une femme. Et à contrario, si on a été un peu carencé, blackboulé au niveau émotionnel quand on était petit parce qu'on n'a pas eu nos comptes au niveau de l'affectivité, etc., on risque à un moment donné d'être très exigeant vers le partenaire qui est là finalement pour être notre thérapeute, pour combler toutes nos carences, ce qui est absolument irréel. Mais j'ai encore vu ça il y a peu de temps ce matin en consultation. Quelqu'un me disait « mais ah là là, on a vécu une période stressante, je propose quelque chose à ma partenaire pour qu'on lâche prise un peu, qu'on soit ensemble, et hop, elle fonce dans la cuisine en train de faire tout un ménage, etc. Et moi, je suis tout seul avec mon café, et voilà, elle répond pas à mes attentes. »
Ben non, c'est pas parce qu'on a demandé un petit lien affectif chaleureux à un moment donné et qu'on estimait que c'était le bon moment que l'autre va pas être dans ses petits rituels, ses petites habitudes. C'est tout ça qui fait des dysfonctionnements dans nos couples et qui génère tellement de petites colères absurdes, irrationnelles. Et j'espère qu'on va aider pour au moins redescendre d'un cran, se dire, Oui. quelquefois c'est frustrant, mais c'est pas non plus insupportable. Mais c'est normal de toute façon que l'autre, de temps en temps, nous blesse ou ne soit pas ne réponde pas à notre attente. Moi, en préparant l'émission, je me suis dit, mais quand même, quand on est en couple, il faut qu'on respecte nos besoins. Qu'est-ce que vous feriez comme différence entre nos besoins fondamentaux, par exemple un homme qui a beaucoup de besoins de sexuels et des demandes irréalisables ou excessives? Où est-ce que vous mettez le curseur? Qu'est-ce que vous diriez, Didier Pleu? Sur le plan sexuel, c'est bien sûr un des sujets les plus difficiles parce que si quelqu'un est très libidineux, homme comme femme, a des désirs qui sont vraiment forts, très pulsionnels, surtout, il ne faut pas que ça se transforme dans une espèce de logique. Donc, mon partenaire doit se soumettre et accepter que je sois très libidineux, très, très excessif ou très pulsionnel. C'est ça qui ne va pas. On peut être libidineux, mais se dire, attends. Moi, j'ai toujours envie de faire l'amour, mais peut-être que mon partenaire ou ma partenaire un petit peu moins. C'est ça, être rationnel, avoir du bon sens, c'est de se dire, je suis comme ça, est-ce qu'on peut en causer, est-ce qu'on peut communiquer, et est-ce que je peux aussi accepter, bien sûr, la frustration de ne pas toujours être assouvi de plaisir. C'est ça le problème, alors qu'en général, c'est pas ça. Non, mais ce que je voulais dire... Si ma femme m'aime, elle devrait être sexy. Non, mais je vais rester sur cet exemple-là, parce que c'est quand même un sujet que j'entends tous les jours et qui fait partie des sujets récurrents de cette émission. On est d'accord, accepter une frustration de temps en temps, c'est une chose, et puis en même temps, accepter d'être totalement renié dans son besoin essentiel. Je veux dire, si un homme a vraiment besoin au sens personnel de faire l'amour très, très souvent, s'il se retrouve avec une partenaire qui ne veut plus faire l'amour, vous considérez qu'il faut qu'il accepte sa frustration ou, enfin, vous voyez, c'est un petit peu... Non. Je pousse exprès l'exemple au bout. Non, j'entends bien, Brigitte. Non, l'acceptation, c'est pas se résigner. Si on est très sexué, qu'on a beaucoup d'envie, parce que pour X raison, notre libido, elle est un peu débordante et que notre partenaire est plutôt Mère Teresa, on n'est pas obligé de rester avec Mère Teresa. Donc, l'histoire d'acceptation, c'est de voir les choses telles qu'elles sont et non pas de se dire toute la journée, ma compagne Mère Teresa devrait être aussi sensuelle et sexy que Brigitte Lahaye. Non, ça n'est pas possible, ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la quitte, ou je fais un nouveau contrat solaire avec elle pour voir si je peux avoir d'autres partenaires. Enfin, tout est possible. Mais ce qui nous ronge, c'est la personne, au lieu de se dire réalistement qu'est-ce que je fais, ça va être non. Si elle m'aimait, elle devrait comprendre mes besoins, elle devrait combler mes désirs. Et c'est ça qui met tout en route, qui fait que on n'est pas dans le réel, on n'est pas dans le bon sens. On se dit, mais non, quand on aime, on a du désir. Pas forcément. Donc si je comprends bien Didier Pleu, c'est que dans un premier temps, il faudrait d'abord être plus réaliste justement sur le principe de réalité plutôt que de mettre toute la faute sur l'autre. Exact. Réaliste, c'est voir l'autre tel qu'il est et voir comment je suis. Si je suis libidineux, ma compagne ne l'est pas. Bon, il faut qu'on en cause, il faut qu'on communique. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait rester avec quelqu'un qui va vous donner que de la frustration et de la souffrance. Mais ce qui nous tue, ça va être la personne qui reste avec justement quelqu'un qui n'est pas du tout en harmonie avec lui sur le plan physiologique, sexuel, mais qui tous les jours va reprocher « Ah, mais tu devrais faire ça, tu devrais comprendre mon envie, tu devrais... » C'est ça qui tue le couple, au lieu de se dire « Tu es comme ça, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut modifier des choses? Est-ce qu'on peut contracter différemment notre couple ?» Et puis si ça ne marche pas en termes de stratégie de communication, on n'est pas obligé de rester avec quelqu'un qui nous donne trop de frustration. D'accord. Non, mais je crois que c'était important de bien montrer que vous n'êtes pas non plus le père frustrateur qui considère que de toute façon on est avec quelqu'un. Il faut s'adapter et puis accepter la frustration. Non, mais je suis pas à peine à jouir, justement. Non, mais je sais. Je trouvais intéressant de vous pousser justement dans cette communication-là. Non, parce que justement, le peine à jouir, c'est celui qui reste dans des attentes irrationnelles et qui va rester bloqué 10 ans avec le même compagnon ou la même compagne en attendant tous les jours qu'elle soit Pénélope Cruz alors qu'elle ne l'est pas. Ça, c'est le peine à jouir. Le jouisseur, il va dire, bon, je suis un jouisseur, elle ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on fait? On en cause, elle n'a pas compris, c'est trop important pour moi. Ciao, je vais voir autre chose.
Eh bien, c'est clair. Comme ça, les auditeurs peuvent appeler avec leurs besoins. Mais là, je parlais de besoins sexuels, mais ça peut être tout à fait d'autres besoins. Et c'est quand même important aussi de se respecter dans ces besoins. Vous nous appelez sur Sud Radio 0826 300 300. On va, dans quelques minutes, donner la parole à Valérie. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Didier Plot, on essaye de remettre du bon sens dans votre couple. Si vous avez l'impression qu'avec votre partenaire, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, si vous avez envie de communiquer, de nous parler de vos besoins qui ne semblent pas satisfaits, pour qu'on voit avec Didier Plot si ce sont des besoins irréalisables, des demandes irréalisables, ou si au contraire, vous avez raison de vouloir au moins ce minimum vital. Valérie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Didier. Donc, moi, je voulais communiquer, sur en fait une réflexion que je m'étais faite sur ma vie. En fait, j'ai 2 relations qui ont été très importantes pour moi. Celle avec le père de mes enfants, qui a duré 20 ans, et une autre relation qui s'est terminée récemment, qui a duré 5 ans, avec quelqu'un avec lequel je pensais que c'était une personne avec laquelle j'aurais pu finir ma vie, ce qui n'est pas le cas. Et en fait, ma réflexion, c'est que je me dis que souvent, on a des demandes effectivement qui sont beaucoup trop importantes, mais souvent ces demandes sont non dites. Enfin, on les identifie pas et elles sont pas conscientes. Je pense qu'on répond à des modèles. Donc en fait, nous, notre relation, la dernière, quand elle a commencé, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais je pense que la première c'était pareil. Bon, moi moi j'ai vécu plutôt un abandon de ma mère. Donc je suis toujours en recherche de proximité d'un lien affectif très fort. Oui. Ça c'est mon besoin. Et du fait, je tombe toujours sur des personnes qui ont des comportements qui sont plutôt évitants, avec des problèmes de narcissisme, voire et très vite on glisse dans des relations qui sont toxiques. Donc moi, je suis là à attendre tout mon amour, à peut-être en donner trop, à être étouffante, à emmener la personne dans mes projets, dans mes loisirs, dans ce que je me représente de la vie, dans ce que je crois. Et en fait, j'étouffe la personne avec tout ça, qui très vite se détache et devient très 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 évitante. Et avec le temps, en fait, je me suis dit mais pourquoi c'est tout le temps comme ça? Et je me suis dit que si j'ai beaucoup travaillé sur moi en fait en me disant mais quelles sont tes attentes, qu'est-ce que tu attends dans une relation? Et je pense que si les demandes elles sont dites, elles sont exprimées, c'est beaucoup plus facile, mais que souvent on ne les exprime pas. On attend de l'autre sans rien dire, et je pense qu'on rentre dans des cercles vicieux, toxiques à cause de ça dans les relations. Et c'est dommage parce que ça pourrait être beaucoup plus simple si on pouvait en parler, si on pouvait l'exprimer, mais je pense que souvent on n'est pas en mesure de le faire. Donc, Bon, en tout cas, Valérie, vous avez déjà repéré quelque chose chez vous. Comme je dis souvent, c'est la première étape pour avancer. En même temps, il semblerait que vous choisissez quand même un partenaire qui quelque part va vous remettre dans la problématique avec votre mère, ce qui laisse approuver toujours que cette problématique-là, pour l'instant, vous ne l'avez pas dépassée. Didier Pleu, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Valérie? Ce que j'entendais chez Valérie, c'est elle est très lucide sur son besoin. Quand elle dit, avec mon histoire, mon parcours, j'avais besoin de proximité, d'affectivité forte, et elle tombe sur des partenaires plutôt narcissiques et égocentrés. Mais elle est très juste quand elle dit, mais ce qui nous a tués, c'est le non-dit. On n'a pas communiqué, on n'a rien exprimé là-dessus. Et c'est ça que j'essayais de dire dès l'introduction, c'est-à-dire quand on est à l'émotion, on va pas communiquer. Si effectivement elle a construit tout un schéma comme quoi elle a besoin de proximité, de chaleur, d'empathie, d'affection pour X raisons, parce qu'elle l'a connu ou parce qu'elle ne l'a pas connu, au contraire, pour elle c'est une logique de fonctionnement. C'est là qu'on dit que ça devient des attentes irrationnelles. C'est-à-dire, je vais pas dire à mon partenaire j'ai besoin de ça, je me sens quelquefois un peu petite fille, un peu abandonnée, j'ai envie de soutien, j'ai envie d'empathie, j'ai envie de caresses, d'amour, de sollicitude, etc. Non, elle va transformer ça, elle risque en voilà comment ça devrait se passer quand l'autre vous aime. Et à ce moment-là, on ne communique plus, on ne dit plus rien, on attend. Et l'autre ne va pas bouger. Alors ça ne veut pas dire qu'il bougerait si on lui dit, mais en tout cas, il ne bougera pas plus. En fait, c'est comme si c'était tellement évident pour Valérie que c'est pas la peine de le dire, quoi. Mais en fait, Didier a dit vraiment un mot, si je peux me permettre, qui me vraiment fait rebondir. Que je recherche des partenaires dans l'empathie. Et en fait, je me suis rendu compte, surtout sur ma dernière relation, que j'étais quelqu'un qui n'avait aucune empathie. Vraiment aucune. Oui. Et moi, je fonctionne dans l'empathie. Mais comme votre mère. Voilà.
Mais le souci, ça va être que Valérie va attendre une empathie naturelle chez quelqu'un au lieu de lui dire « Excuse-moi, mais moi j'ai besoin d'un peu plus de sympathie et d'écoute et tu me le donnes pas, qu'est-ce qu'on peut faire ?» quoi. Non, ça va être « non, quand on aime les gens, on est empathique. » Apparemment, si Valérie elle a cette proximité-là, elle va attendre à ce que quelqu'un qui l'aime soit comme était sa maman. Mais Valérie, il y a peut-être une chose importante à vous dire, c'est que quelque part, ça veut dire que la petite fille que vous êtes encore recherche l'empathie de sa mère. Et donc, vous pensez qu'avec un homme qui vous donnerait cette empathie, finalement, c'est comme si votre mère vous la donnait. Enfin, je schématise un petit peu. Oui, mais c'est un peu ça. Il y a un peu de ça. Et donc, je crois que ce qui est intéressant, c'est que quand même, vous avez repéré les choses. Ensuite, vous êtes capable d'empathie, c'est-à-dire que donc, vous avez su quand même vous protéger et avoir de l'empathie, donc ça c'est plutôt un signe positif. Donc vous n'êtes pas totalement enquisté, si je puis dire, dans votre blessure d'enfance. Maintenant, c'est à vous de repérer tout de suite le fait que vous choisissez un homme qui ne pourra de toute façon pas vous donner ça, parce que on peut être dans un couple où il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de fusion et d'affection, ça existe. Maintenant, faut-il être sûr que c'est votre manière d'être et que ce n'est pas votre demande? Est-ce que je suis claire quand je vous dis ça? Manière d'être et pas demande, c'est-à-dire donc. C'est-à-dire que vous êtes réellement quelqu'un qui est dans l'empathie et qui a envie de donner, et non pas quelqu'un qui croit être dans l'empathie parce que c'est ce qu'elle attend tellement de l'autre. Parce que souvent, on donne ce qu'on a envie de recevoir, et en fait, c'est ça. Entièrement d'accord. Vous voyez, donc c'est une petite frontière. Didier Pleu, vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce que c'est toute la nuance entre effectivement souhaiter. Si je suis clair avec l'empathie que j'ai reçue de ma mère ou de mon père et que j'ai envie de reproduire ça avec mon conjoint, mon partenaire, on est rationnel. Mais ce souhait-là peut se transformer en dogme inconscient, c'est-à-dire non, on doit fonctionner comme ça quand on aime les gens. Et c'est ça la nuance. C'est pas j'aimerais qu'il fonctionne comme ça et dans ce cas-là, je vais lui parler, dire mes manques et on va essayer de construire. Non, ça risque d'être inconsciemment, mais c'est comme ça qu'on doit fonctionner quand on aime les gens. Et là, c'est ce qu'on appelle un absolu de pensée. Vous savez, c'est un peu comme j'entendais un couple qui disait l'autre fois toujours ce fameux malentendu. Il y a la femme qui disait mais quand j'ai quand je sors de la voiture avec plein de commissions, le gamin dans la main droite, et puis j'ai des courses, et puis que je vois mon mari sur le perron de la maison, ce crétin, au lieu de m'aider, il me regarde comme si c'était mon boulot. Et quand je dis au mari, vous avez rien vu, il me dit, cette crétine, elle pourrait me le dire. Donc le mari attend à ce que la femme communique son besoin, et la femme attend à ce que l'homme soit dans le ressenti, l'empathie et l'intuition. Non, c'est irrationnel dans le sens où si on a un mari pas très intuitif, il y a de grandes chances qu'il vous regarde sur le perron avec vos courses et puis vos gamins, etc. Et c'est ça l'histoire d'être rationnel. C'est pas d'abandonner, j'ai envie qu'il m'aide, c'est je vais lui dire, mais je vais pas me dire inconsciemment qu'il devrait le penser. Non, je vais lui dire. Ah mais ça c'est très juste. Moi ce que j'ai vécu avec le compagnon donc avec lequel j'étais le dernier, et en fait lui il avait énormément d'attentes aussi, beaucoup d'attentes, et il ne les a jamais exprimées. Sauf que quand c'est sorti en reproche, en critique, en t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, et il y a jamais eu aucune demande avant. Donc bon là je pensais qu'il y avait un problème d'immaturité dans le couple. Moi j'ai bien compris pas mal de choses maintenant, mais souvent les gens sont incapables de le dire et ça ressort sur quelque chose de très violent. C'est Et pourquoi on est incapable de demander et de dire? Parce que on est encore tellement blessé que on ne sait pas le demander. C'est que lorsqu'on a réellement fait ce travail sur soi qu'on va pouvoir clairement dire voilà, moi j'ai besoin de ça. Mais tant qu'on n'est pas vraiment un peu réparé, si je puis dire, de sa blessure d'enfance, on n'ose pas la demander. On n'ose pas parce qu'on est encore immature en fait. C'est la maturité qui va nous permettre de demander. Et c'est en ça que Didier Pleu, pendant ces 2 heures, va vous aider tous et toutes à devenir matures. Merci beaucoup Valérie d'avoir commencé avec nous. On fait une petite pause Didier et on reprend dans un instant avec vous bien sûr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Didier Pleu est avec nous, psychothérapeute qui depuis longtemps nous dit « L'éducation bienveillante, ça suffit ». C'est le titre de votre dernier livre aux éditions Odile Jacob. Et on sait malheureusement les ravages que ça peut faire en amour, justement, cette absence de frustration. On en parle avec vous, justement. Caroline, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte et bonjour Didier Pleu. Alors, oui, c'est vrai que moi j'ai pas eu une éducation trop bienveillante malheureusement, mais justement, alors j'avais des attentes par rapport à mes partenaires qui étaient certainement très excessives, et notamment l'avant-dernier, on va dire, parce que là je suis remariée, enfin voilà, j'ai un compagnon depuis 8 ans, mais l'homme qui a le plus compté dans ma vie, on va dire, parce qu'on s'entendait très très bien sur le plan sexuel, enfin le jeu, la bonne humeur, etc. C'était très très sympa, mais malheureusement lui il m'a toujours dit ce que tu veux, je peux pas te l'apporter, et moi j'attendais qu'on soit en couple, quoi. Je voulais tout avec cette personne, et puis lui il savait très bien que c'était un célibataire endurci qui pouvait pas me donner ce que j'attendais, et ça m'a énormément frustrée à l'époque. Ça m'a. Ouais, mais c'est peut-être pour ça que votre sexualité elle était si intense, hein. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Donc au moins j'ai eu cette comment dire, ce bonheur-là, on va dire. Mais du coup, après, j'ai plus cherché forcément ça. Là, dans ma relation avec mon mari, c'est très agréable et tout, mais c'est pas là. Du coup, j'étais pas dans la recherche de ça spécialement. Mais j'ai fait aussi des erreurs avec lui, c'est-à-dire qu'il est venu habiter chez moi. En fait, parce que lui, il était loué un petit appartement parce qu'il avait changé de vie et tout. Et du coup, il est venu habiter chez moi, et j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait lui laisser sa place. Ça a été très compliqué aussi, parce que c'est pas parce que je lui avais donné un placard qu'il se sentait chez lui, quoi. Voilà. Donc là aussi, ça a nécessité beaucoup d'ajustements. Et est-ce qu'il a su le demander, justement? Ah oui, lui, il l'a verbalisé, vraiment. Oui. Donc heureusement, parce que, et on a fait aussi une thérapie de couple au bout de 3 ans, parce qu'on s'en sortait pas, on se disputait tout le temps. Et en fait, lui, c'était vraiment un gros problème. Pour lui, je lui laissais pas sa place d'homme et dans la maison, quoi, dans l'appartement. Donc ça, j'ai compris, mais j'ai compris un peu tardivement. Et du coup, maintenant, ça va bien parce que ça fait longtemps. Mais on a mis du temps, beaucoup de temps à s'ajuster aussi. Très 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 compliqué. Parce que je me rendais pas compte en fait des attentes peut-être excessives que j'avais. Enfin, voilà, donc. Mais en même temps, Caroline, on peut pas se rendre compte exactement de tout ce qu'attend l'autre. Ce qui est bien, c'est qu'il a su l'exprimer. Donc là, on voit bien, Didier Pleu, encore une fois, à quel point la communication a été nécessaire, d'abord entre eux, et ensuite, pourquoi pas, aller voir une tierce personne qui, justement, va pouvoir mettre les vraies paroles en face. Oui, parce que là, il m'a vraiment... j'ai vraiment entendu ses besoins, quoi, que j'avais pas très bien compris. Non, c'est pour ça que c'est souvent nécessaire de s'adresser à une tierce personne. Bon, en général, c'est notre travail, nous, les psys, c'est-à-dire d'aider les gens à quitter leurs émotions premières pour pouvoir bien parler, parce que on l'entend souvent, ce qui dysfonctionne dans un couple, c'est ces fameuses petites disputes qui sont en fait des expressions de colère, quoi. La colère, c'est l'expression d'une émotion pas très mature, quoi. Si effectivement une personne, elle a été carencée affectivement, elle va exiger que l'autre comble tout ça, mais aussi une personne qui a été bien aimée, qui a eu une bonne enfance, peut très bien se dire je veux que ça continue, et on est à ce moment-là dans des espèces de synthèse complètement voilà comment l'autre doit fonctionner. Et là on n'est plus du tout à l'écoute, on n'est plus du tout dans l'empathie, on est dans voilà comment ça doit se passer, j'ai un mode d'emploi, quoi, et on est en colère. Et l'autre jour, on me disait, je comprends pas, monsieur Pleu, ça fait des semaines que je déprime, et mon mari n'avait qu'un truc, c'était de voir le match de rugby contre la Nouvelle-Zélande, quoi. Et donc, et alors, vous avez dit quoi? Eh ben, que le rugby était plus important que moi. Donc là, ça rejouait toutes ces blessures infantiles d'être mise de côté, dont on pensait pas à elle. Donc elle se disait, il devrait pas être aussi fanatique de rugby. Ben voilà le genre de choses. Elle est en colère. Au lieu de dire, excuse-moi, j'apprécie ton amour du rugby, mais ce soir, j'ai aussi besoin d'un petit peu de tendresse. Elle a rien dit, elle a marmonné, et puis elle a continué à s'endoctriner avec c'est un narcissique, c'est encore un mâle typique moyen qui préfère l'Ovalie
à me faire un bisou parce que je suis en détresse, quoi. Et ça continuait. Au lieu de dire, non pas fataliste, je me résigne, mais il y a de grandes chances que mon male chauvinist pig aime le rugby. Est-ce que je vais pouvoir lui demander à un moment donné, au moins à la mi-temps, de me parler un petit peu? C'est ce que je souhaite. On n'est pas dans le souhait. On est souvent dans l'irrationnel, l'exigence. Voilà comment l'autre doit fonctionner. Et bien dans ce cas-là, c'est la colère interne, ou alors ça explose et on part en plein match en disant je vais voir le voisin. Non, ni colère externe ni colère interne. On doit être simplement, je suis frustré. Je sais pourquoi, je sais d'où ça vient, on ne sait pas toujours, mais en tout cas quelque chose qui bloque. Est-ce que je peux en parler? Est-ce que je peux dire? Et en général, on ne dit pas, on attend. Et c'est ça le Oui. J'ajouterais même, Didier Pleu, que parfois on ne dit pas parce que c'est pas très important, sauf que des petites choses pas très importantes, ça finit par remplir le vase qui déborde. Par exemple, on peut être dérangé si on est à table, par exemple, que notre partenaire regarde son téléphone. On peut très bien dire, écoute, quand on est à table, tu es gentil, tu regardes pas ton téléphone, même si c'est 3 secondes, ça peut être dérangeant. Il y a des gens que ça dérangera pas. Enfin, je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple très courant, mais je pense que même sur des toutes petites choses, c'est mieux de le dire parce que sinon ça s'additionne, quoi. Oui, puis vous avez tout à fait raison. On dit toujours, mais c'est banal vos exemples, le rugby, et puis vous, Brigitte, quand vous nous parlez du téléphone à table. Non, ce sont ces petites choses qui sont très symboliques de on communique pas, on reproche à l'autre, ça part en vrille, ça part en colère sur des trucs insignifiants parce que on n'est pas en train d'être réaliste. On se dit pas, bon, il est un peu intoxiqué, addict au téléphone, malheureusement, il va falloir que je lui en parle et qu'on fasse une sorte de compromis. Il est addict à la télé, au foot, au rugby, il faut qu'on en parle. Et vice-versa, de l'autre côté. Elle est un peu addict de temps en temps à parler longuement avec sa sœur alors que j'aimerais bien qu'elle me parle d'autre chose, etc. On est tout le temps dans voilà comment l'autre doit fonctionner. Et c'est ça qu'il faut, dans notre jargon, on appelle ça disputer, remettre en cause, c'est-à-dire non pas tout accepter, se résigner, mais de se dire, bon, l'autre fonctionne pas comme moi, si ça marche pas, si ça me fait du mal, est-ce que je peux en parler et non pas me dire, il devrait pas me faire de mal? Parce que c'est pas possible, ça. L'humain, il est entier avec sa propre histoire et c'est très très rare que 2 histoires se rencontrent avec les mêmes blessures, la même construction. Non, c'est impossible. Et puis je pense, Didier Pleu, que c'est normal qu'on soit, quand on est avec quelqu'un qu'on aime, notre partenaire, notre amoureux, notre mari, etc. C'est normal d'avoir envie d'être l'être le plus important pour lui, et c'est normal que tout ce qui fait du tiers puisse nous déranger. Donc je pense que ça aussi, il faut le reconnaître, l'accepter, et donc à chaque fois se dire, bon, c'est du tiers, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il le fait exprès, est-ce qu'il s'en rend pas compte, et puis en parler, quoi. Je veux dire, et on a tendance à oublier que forcément notre partenaire ne va pas nous mettre uniquement dans sa vie, quoi. Il y aura du tiers sans arrêt. Oui, et puis notre partenaire n'est pas forcément notre thérapeute, c'est pas forcément celui qui va combler tout. Alors si effectivement il comble rien de nos désirs, il faut en causer et ça peut être effectivement une rupture. Mais a priori, avant de la cassure et de tout, il faut simplement se dire, bon, j'ai des attentes, est-ce qu'elles sont réalistes ou pas, ou est-ce que c'est trop émotionnel? Et dans ce cas-là, on va pouvoir parler, de dire que, excuse-moi, je te parais un peu bébête quand je te parle que c'est plus important de me parler que d'écouter l'émission PSG-OM, mais on va banaliser les choses. C'est-à-dire, on va accepter que ça fonctionne pas tout le temps en harmonie, mais je vais en parler si c'est trop important. Et si en parlant, il y a tout le temps récidive et il y a une rigidité devant moi, je suis pas obligé de rester avec la personne. Mais ce qui est terrible, c'est que les gens n'en parlent pas et dramatisent la situation, quoi. Mais s'il écoute le PSG, c'est qu'il m'aime pas, Pleu. Ouais, ça, les gens. Non, c'est qu'il aime le PSG à ce moment-là. Mais il faut peut-être lui dire, écoute, Coco, il faut arrêter de ruminer. En tout cas, Caroline, bravo, parce que vous avez compris une chose, c'est qu'on peut pas avoir à la fois quelqu'un avec qui on exulte sexuellement et un bon compagnon de vie. Donc vous avez compris ça, bravo. Et vous avez fait la part des choses. C'est bien, bravo. Oui, voilà. Après, il restera un sujet, mais on est très à l'écoute en fait l'un de l'autre quand même, ça c'est pas mal, parce qu'on va prendre notre retraite, on va dire dans 2-3 ans, et en fait, on n'est pas d'accord sur le lieu d'habitation. Alors ça c'est encore un sujet. Oui, parce que moi je voudrais quand même rester un peu en ville ou pas trop, enfin au moins dans une petite ville, parce qu'on habite une. Et lui alors pas du tout, il voudrait aller habiter à la montagne. Et ça c'est quand même quelque chose qui va nécessiter encore de la discussion.
Voilà. Bon, mais bon, on en a déjà parlé. Bon, voilà. Si. On a Brigitte, essayé si de je peux me trouver. permettre, oui, bien sûr, Didier. Oui. oui, si effectivement Caroline se dit qu'il devrait comprendre que je suis un être social et j'ai pas envie de passer ma retraite dans une lamasserie comme un moine bouddhiste, là, elle va être en colère et ça va pas marcher. Si elle se dit, Non. j'accepte que mon mari soit un petit peu solitaire et a un syndrome de l'ours, j'aime pas trop ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme compromis? Voilà. Là, elle communiquera. Et le risque, c'est que souvent, Oui, on dit, mais est-ce qu'il peut comprendre que je veux pas m'isoler à la retraite? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et lui, il va dire, mais est-ce qu'il va comprendre? Moi, j'ai qu'un souhait, c'est d'être avec mes chèvres dans la Lozère, quoi. Donc, non, pas d'attente. On est dans Mais cette est-ce qu'on peut en démarche-là, parler? on va y arriver. Ben, c'est bien, On va y arriver, c'est on bien. en parle. Oui, il me semble que vous êtes adulte, Caroline. Merci en tout cas, merci beaucoup. Charles est avec nous maintenant. Bonjour Charles. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Didier. Alors, 3 questions que je vous pose, des questions intimes, bien sûr, et puis ensuite vous en posez une à Didier Pleu si vous voulez. Alors, première question, Charles, est-ce que vous êtes 100% hétéro? Oui. Oui. Bon, d'accord. Est-ce que vous avez besoin de sentiments pour faire l'amour? Non. Célibataire, non, en tout cas. Bah oui, hein, célibataire, sinon on se la mettrait souvent sous le coude, hein, évidemment. Et dernière question, tiens, justement, puisque vous êtes célibataire, est-ce que vous Non, je suis pas célibataire. Je disais juste que quand je suis célibataire, j'ai des aventures. D'accord. Voilà. C'est pas. Oui, d'accord, j'ai compris. Mais là, vous êtes amoureux, j'espère, alors. Très amoureux même. Oh, super. Et ben justement, tiens, puisque vous êtes très amoureux, est-ce que ça vous arrive encore de regarder d'autres femmes? On est de moins en moins. Oui, de moins en moins. Ça peut arriver, mais ce sera pas avec. Avec convoitise. Ce sera pas avec désir. Ce sera juste objectif. Elle est très belle, elle est très bien faite, ou des choses comme ça. Mais par sens ça peut être un peu plus trivial, comment je le dis, mais autrement, sans volonté de tenter quelque chose ou quoi que ce soit. Donc vous êtes amoureux fidèle. Vous pouvez poser une question à Didier Pleu, il vous écoute, Charles. Alors oui, moi j'avais une question qui est par rapport au sujet. J'aurais voulu savoir si on vous a déjà demandé des choses sexuellement, un fantasme, un truc, et que du coup, pour vous, ça allait trop loin, et comment vous avez réagi, et enfin, si c'est le cas, comment vous avez réagi, et si c'est pas le cas, comment vous préconisez de réagir? Ah là, faudrait que j'en parle à mon psy. Oui. Votre question, non, finalement, moi, je suis jamais tombé sur des partenaires qui m'ont choqué ou demandé des choses un petit peu. Alors, je sais pas. C'était sans doute parce que dans les relations que j'essayais de construire, qu'elles soient conjugales ou même parfois extra-conjugales, j'essayais de tomber sur un partenaire qui allait pas me chambouler dans mes désirs et dans mes besoins. Donc, je pense que j'étais très prudent, mais je crois que j'aurais plus de mal maintenant si j'avais 30 ans de moins, parce que je pense qu'il y a une telle liberté, et ce qui est bien, d'expression et de jouir de la sexualité d'une autre façon. Et quel conseil vous donneriez alors justement à quelqu'un qui... Parce que peut-être que la question de Charles est légèrement orientée. Donc comment vous conseilleriez de réagir si justement une femme demandait à Charles quelque chose qu'il n'a pas envie ou qu'il n'ose pas réaliser? La première chose, c'est surtout d'être bien conscient de ce qu'on se raconte dans la tête. Si c'est du style, elle devrait pas même me proposer ça parce que elle me connaît et c'est pas ma tasse de thé. Là, ça y est, on va être dans le même processus qu'on n'arrête pas d'évoquer depuis 14 heures, c'est-à-dire j'attends à ce que ma partenaire soit empathique et comprenne que ça puisse me choquer. Donc, il sera en colère, il va rien dire, il va subir ou se résigner ou éviter. Donc, c'est pas terrible. Donc, c'est toujours de se dire, j'aimerais bien qu'elle comprenne que c'est pas forcément mon goût, que c'est pas forcément mes attentes. Bon, elle a pas compris ça. Il va falloir que j'en mette une couche au niveau communication en lui disant, tu sais, ta fantaisie n'est pas forcément la mienne. Donc, comment on peut faire? Mais je répète, on va pouvoir communiquer ça si on n'est pas en colère interne. Et souvent, ça va être, mais comment elle peut me proposer ça? Elle sait que je suis quelqu'un de fidèle et elle est en train de me dire, est-ce qu'on pourrait pas avoir une vie plus libertine et aller en club? Au lieu de se dire, elle devrait pas penser ça, bon, elle pense ça. Bon, c'est pas forcément ma tasse de thé. Je vais essayer de savoir pourquoi elle a envie de ce club libertin et on va essayer d'en parler. Et quelquefois, on trouve un heureux compromis.
Parce que c'est ça, bousculer l'autre aussi. Je vous disais que j'étais un peu pépère, moi, dans mes attentes et dans ma vie, mais c'est vrai que c'est aussi ça, accepter d'être bousculé. C'est pas de se dire, on devrait pas fonctionner comme ça sexuellement, c'est de se dire, bon, c'est peut-être pas ma tasse de thé, mais l'autre en a envie, est-ce qu'on peut en causer? Et non pas, non, c'est un tabou, quand on s'aime, on doit fonctionner pareil, etc. D'accord. Je sais pas si je suis clair. Si, je crois, hein, Charles, ça vous va comme réponse? Oui. Bon, après, c'est d'intérêt public. Hein. Je suis pas du tout concerné par la question. Là, c'est plutôt. Merci de cette, voilà. De ce sens de l'humanité. Merci, Charles. Allez, on fait une petite pause, Didier Pleu. On se retrouve dans un instant. 0826 300 300. Vous avez des demandes que ne veut pas réaliser votre partenaire, si elles sont sexuelles, pourquoi pas. Vous nous appelez et on en parle avec Didier Pleu jusqu'à 16h. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Didier Pleu, auteur de L'éducation bienveillante, ça suffit, qui est sorti aux éditions Odile Jacob au printemps dernier. Avec lui, on essaye de donner un peu plus de bon sens dans le couple. Et on retrouve Marie qui nous rejoint. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte, bonjour Didier. Alors vous avez au contraire plutôt été dans le besoin de satisfaire tous les besoins de votre partenaire, donc, hein? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. J'étais pas dans l'attente de retour ou de quelque chose. En fait, même à la limite, j'anticipais peut-être même un peu trop ses besoins. En fait, dans tous les domaines de la vie, en fait, que ce soit pour, ses vêtements, enfin, la nourriture, l'acte sexuel, etc. En fait. Je me suis rendu compte après coup, en réfléchissant, que peut-être, oui, dans le trop, mais... Et est-ce que vous avez, puisque vous y avez réfléchi, est-ce que vous savez pourquoi vous étiez comme ça? Eh bien, pas du tout. Pas du tout, et justement, j'aimerais pas refaire, la même erreur, parce que j'ai l'impression que c'est dans mon fonctionnement... que ce soit en amitié, avec mes enfants... J'ai toujours l'impression d'avoir 2 temps d'avance et d'apporter presque sur un plateau. Et je m'aperçois qu'autour de moi, c'est pas le fonctionnement naturel des gens, en fait. Mais est-ce que vous êtes heureuse de fonctionner comme ça? Est-ce que ça vous rend heureuse? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Peut-être que tout va bien alors, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Didier Pleu? Moi, je pense effectivement que c'est pareil, si on répond aux injonctions sociales comme quoi on ne doit pas être une femme soumise, qui accepte tout, ou une maman trop docile, trop nourricière, je ne sais quoi, effectivement, Marie va être malheureuse, mais comme elle nous dit qu'elle n'est pas malheureuse, c'est qu'elle sent très bien que elle fonctionne comme ça depuis tout le temps, et si ça lui apporte plus de bonheur que d'inconvénients, pourquoi pas? Il n'y a pas de loi qui dit qu'il faut absolument être affirmé, conflictuel, etc., etc. Par contre, ce qui pose plus problème, c'est la première phrase qu'elle a dite, quand elle a dit moi j'étais plutôt une femme où je devais tout satisfaire chez mon partenaire. Là, dans ce cas-là, on est quand même trop dans une injonction qui est je dois tout faire pour plaire à mon mari et je n'existe plus. Donc là, ça rejoint effectivement une construction qu'elle a. Elle disait que c'était sans doute une expérience, je ne sais pas, mais elle a dû construire quelque chose qui était du style écoute, quand on aime quelqu'un, on doit être totalement en amour, en empathie, en don, et je m'interdis d'être égocentrique, d'exprimer quoi que ce soit pour moi. Mais on a le droit de penser ça, s'il n'y a pas de souffrance. Mais s'il y a de la souffrance, il faudra revoir un petit peu ce scénario qui est trop absolutiste, quoi. C'est où elle répond à une injonction, il faut que j'aime les gens comme ça, et là, dans ce cas-là, faut faire attention, il faut qu'elle pense aussi à elle, ou alors elle est dans un souhait. J'aimerais bien être un peu plus affirmé, un peu plus... conflictuel ou je ne sais quoi, mais bon, c'est pas ma tasse de thé. Ma philosophie de vie, c'est de donner en amour. Point. Je suis comme ça. Voilà. Et pourquoi pas. Marie, vous êtes heureuse vraiment? Vous êtes, qu'est-ce que vous direz? Alors, moi, j'étais tout à fait heureuse de donner, de partager, d'apporter. Par contre, à contrario de ce que disait Didier, c'est vrai que je m'oubliais. J'avais tendance à m'oublier, dans ce qui pouvait me faire plaisir, partager un moment avec mes amis, etc. Donc je partageais un petit moment, mais c'était furtif et tout de suite il fallait que je rentre à la maison. Mais j'étais quand même affirmée, j'ai un caractère quand même affirmé.
C'est-à-dire, ça nous arrivait de pas être d'accord, etc. Mais malgré tout, j'avais quand même ce côté. Mais je suis quelqu'un d'affirmé. Hein. Je suis pas quelqu'un de soumis. Et je dirais, je pense que l'un peut aller avec l'autre. Et je pense que dans la générosité de donner, justement, j'anticipe pour voir les gens heureux, et ça me fait plaisir de les voir heureux, en fait. Mais d'ailleurs, c'est bien aussi, et pour son estime de soi et pour son bien-être, de rendre les gens heureux, parce que justement, ça nous montre qu'on est quelqu'un de bien. Donc, dans ce que vous dites, moi, j'entends pas de souffrance. Hein, je crois que c'est votre fonctionnement. Et puis bon, visiblement, vous avez l'air de mettre votre couple en priorité. Et là, encore une fois, pourquoi pas ? C'est votre droit le plus strict. Mais intimé, je voudrais que là-dessus, je ne m'oublie pas complètement. C'est-à-dire que je prenne des bouffées d'oxygène pour moi, être un petit peu plus égoïste par moment. Mais c'est pas ma nature, donc commencez par des petites choses. Vous vous donnez tous les jours une demi-heure rien que pour vous, ou un quart d'heure, hein, si une demi-heure ça vous paraît énorme. Vous voyez, il faut y aller à petits pas. C'est ce que j'ai commencé à faire, oui. Alors, parfaitement. Vous n'avez pas besoin de nous. Non, mais je voulais témoigner. Mais c'est bien, merci. Non. Merci Marie. Je voulais témoigner comme quoi on n'est pas toujours dans... il ne faut pas toujours être dans l'attente. En fait, pour se réaliser, je pense, mais c'est que moi, hein, pour se réaliser en tant que personne, je pense qu'il ne faut pas, attendre de l'autre, et toujours attendre de l'autre. En fait, faut y aller, quoi. Et puis donner, c'est aussi recevoir. Hein, donner, c'est aussi recevoir. Parce que le bonheur des gens, c'est recevoir, c'est de voir dans leurs yeux, dans leur façon de recevoir du bonheur, et on nous le rend quelque part. Bien sûr. Voilà. Didier Pleu, qu'est-ce que vous voulez ajouter moi, je trouve ça, je suis séduit. Ce sont des belles paroles. Je trouve on a le droit d'aimer les gens totalement. Et puis, ce que j'entends chez Marie, c'est qu'elle n'exige pas forcément une réciprocité ou des choses comme ça. Mais elle l'a dit aussi, il ne faut pas non plus qu'elle s'oublie. Parce que si elle s'oublie, j'en reviens à mon propos, c'est qu'elle peut être sous une sorte de dogme. Je me dois de me donner aux gens quand je les aime. Et non, ne pas s'oublier, c'est de se dire, je vais tout faire pour que ça corresponde à mes valeurs, d'amour, de don, d'empathie, mais je vais faire un peu attention aussi à moi. Et c'est ce que vous avez dit, Brigitte, ça serait pas mal qu'elle se donne comme petit défi de temps en temps. Et si je faisais un petit truc un peu égoïste pour voir quelles sont les conséquences et ce que ça m'apporterait, pour ne pas répondre simplement à l'injonction « aime totalement », et en risquant de t'oublier quelque part. Mais si effectivement elle est peu oubliée et que grosso modo elle est heureuse de vivre comme ça, moi je me souviens d'avoir dit que Mère Teresa était une femme heureuse. Point. Oui, bien sûr. Mais vous avez le prénom. De toute façon, vous aviez un prénom prédestiné. Vous aviez un prénom prédestiné, hein. Voilà, mais j'ai déjà fait l'expérience j'ai travaillé là-dessus pour faire des petites choses pour moi, des petites choses qui me font plaisir, une après-midi shopping. Je suis pas enfermée, je suis pas malheureuse, loin de là. Je bouquine, je fais des tas de choses qui me plaisent. De par mon métier aussi, je rencontre énormément de gens, donc j'ai un lien social assez fort à l'extérieur, et je suis pas du tout comment on pourrait dire, le don de donner. C'est pas, on n'est pas soumise, et ça, je veux vraiment insister là-dessus. Et on peut être heureux de. Alors, j'avoue qu'à l'époque, à notre époque, c'est vrai que c'est pas dans l'air du temps, on va dire. Non. Mais c'est peu dans l'air du temps. Enfin, on attend beaucoup. On attend beaucoup des autres.
Oui, on est plutôt dans une époque où on considère qu'on a plus de droits que de devoirs. Mais bon, merci en tout cas Marie de ce témoignage qui est agréable à entendre. Et puis on vous sent en effet épanoui. Donc je vois pas ce qu'on aurait à dire de plus. Merci beaucoup Marie. On va continuer dans cette deuxième heure à voir justement comment on peut mettre un peu plus de bon sens dans son couple et ne pas être dans des demandes irréalisables, avec Didier Pleu qui reste bien sûr avec nous et qui va avoir le temps des infos pour trouver la réponse à ma devinette. Alors Didier Pleu, comment positiver cette phrase « Quelle journée de merde ?» Je vous laisse le temps des infos pour me trouver une réponse cohérente à cette devinette. Et puis vous pouvez nous appeler bien sûr même pendant le temps des infos au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons avec Didier Pleu, psychologue et psychothérapeute, à évoquer justement le bon sens dans le couple, à essayer de ne pas être tout le temps dans des demandes irrationnelles et d'accepter la frustration quand notre partenaire ne nous donne pas tout ce qu'on aimerait obtenir. Alors vous pouvez bien sûr réagir sur Sud Radio au 0826 300 300. Je rappelle Didier Pleu que ça fait des années que vous luttez contre cette éducation bienveillante et que vous essayez d'expliquer oui, qu'il faut bien sûr aimer ses enfants, mais aussi leur apprendre bien que tout n'est pas possible dans la vie, qu'on peut pas tout avoir et que ça provoque de la frustration, mais c'est pas une raison pour se mettre en colère. Je résume à peu près votre pensée, mais il y a évidemment de nombreux livres qui circulent, évidemment. Vous voulez réagir? Oui, allez-y, je vous en prie. Non, mais je vous remercie de citer le dernier livre, mais c'est vrai parce qu'on m'accuse d'être radical contre la bienveillance, absolument pas. Il faut de l'amour dans l'éducation, mais je n'arrête pas de dire, mais de quoi ont besoin nos enfants en ce moment? Mais nos enfants ont surtout besoin d'élever leur seuil de tolérance aux frustrations. Et malheureusement, apprendre le déplaisant à un enfant, ça exige d'un parent un peu plus conflictuel, un peu plus autoritaire, et non pas tout le temps bienveillant et empathique. C'est simplement ça que je dis, c'est de l'amour, oui, mais un petit peu de frustration du côté autorité parentale, voilà. Mais d'ailleurs, on le voit avec justement aujourd'hui l'actualité qui remet en avant les problèmes de harcèlement. On peut imaginer bien sûr que si les enfants étaient plus élevés avec un peu d'autorité bienveillante, je mets ces deux mots qui sont peut-être qui vont pas toujours très bien ensemble, eh bien, ils respecteraient peut-être un petit peu mieux les limites de l'autre. Tout à fait, on parle souvent des harcelés et des victimes, mais moi je parle souvent des harceleurs, qui sont des petits ados tyranniques, qui font effectivement la preuve que ce sont des carencés éducatifs et pas des carencés affectifs. Les petits tyrans, ce sont des enfants qui n'ont pas appris à respecter les autres. Donc ceux-là ont besoin de plus d'autorité que d'une bienveillance qui va simplement accueillir leurs émotions et comprendre pourquoi ils fonctionnent comme ça. Oui, on peut comprendre, mais on n'est pas d'accord. Point. Alors, comment on positive cette phrase, Didier Pleu? Quelle journée de merde? Quelle journée de merde, c'est des choses qu'on dit assez souvent. C'est souvent parce qu'on se dit c'est insupportable ce que je viens de vivre. Alors vous m'avez dit positiver ça. Positiver, c'est peut-être justement le moyen de se dire si je me dis ça, c'est que je peux. Ouais, mais là vous faites le psy. Moi je vous demande une réponse qui soit une réponse drôle. Drôle, non, je suis pas drôle, non, mais c'était une façon de connaître ses attentes justement irrationnelles. Si c'est une journée de merde, ça veut dire que j'ai dû mettre un mode d'emploi dès le matin sur comment doit être la vie, donc c'est pas terrible. Mais je sais pas si c'est drôle, mais il y avait ma collègue québécoise qui me disait, quand on se dit une journée de merde, enfile le bracelet que je t'ai prêté, et sur le bracelet c'est marqué, j'aime pas ça, mais c'est comme ça. Bon, moi j'ai une proposition, quelle magnifique journée de merde, et comme ça on la positive. Oui. C'est tout simple. Ok, d'accord. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte, bonjour Didier. Bonjour. Eh bien, on vous écoute. Vous aviez tendance à vous oublier aussi, Isabelle? Oui, tout à fait. Et j'ai écouté l'émission depuis le début. Didier, au début de l'émission, vous disiez on est séduit par nos émotions. Et effectivement, c'est ce qui m'attire, moi, chez les gens. Ce sont les émotions, ce qu'ils ressentent, leur vibration et leur magnétisme. Et là, j'ai fait un petit bilan sur moi, puisque après, je me suis séparée de mon compagnon après une petite année de chemin de vie ensemble. Et effectivement, en faisant le récapitulatif de mes relations précédentes, j'étais attirée par les personnes
les personnes qui étaient tristes au fond d'elles-mêmes, en fait, qui avaient une sorte de profonde tristesse, parce que moi, je suis très joyeuse, j'ai la joie de vivre en moi, et j'ai toujours été convaincue que, comme disait Gandhi, l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Et je m'étais toujours dit que ma joie éclabousserait la tristesse des autres. Et effectivement, ça marche, mais au prix de beaucoup de souffrance et beaucoup de dons de soi. Et là, j'ai inversé la tendance, en fait, et j'en ai eu assez. Parce que ça m'étouffe, parce que je m'étouffe, parce que je me perds, parce que je finis par me noyer, et c'est moi qui souffre le plus finalement dans ces relations-là. Donc aujourd'hui, je suis attirée par les personnes joyeuses, et je vois la joie dans ces personnes, alors qu'avant je ne la voyais pas. Et parce que je ressentais avant tout, et je m'attachais à ce que je ressentais et à ce que ressentait l'autre. Et aujourd'hui, je m'attache à voir avant de ressentir. Et c'est un grand pas en avant pour moi, et ça change ma vie au quotidien, en fait. Ça change ma vie au quotidien, vraiment. Mais quand vous étiez attiré par des personnes qui étaient tristes, et puis on peut bien penser qu'elles étaient tristes, voire même un peu déprimées, puisque votre joie ne permettait pas de les dérider, si je puis dire. Qu'est-ce que vous imaginiez? Qu'est-ce que ça répondait à quoi chez vous? Je sais pas, c'était vraiment une résonance. C'était un besoin pour moi d'aller vers ces personnes-là pour leur montrer le chemin de la joie, en fait, du sourire. Oui, j'entends bien, mais est-ce que ça répondait à une image que vous avez connue dans votre enfance? Ça répondait à une morale qu'on vous a indiquée? Enfin, voyez. Non, c'était une mission. C'était une mission, en fait. Non, pas du tout, parce que. D'accord, mais elle s'est inscrite comment, cette mission? Je sais pas. Là, j'ai pas la. Vous n'avez pas la réponse, parce que j'ai pas la réponse à cette question. Peut-être la fin de mon mariage et mon divorce avec une profonde dépression, un burn-out de mon ex-mari, et il avait perdu le sourire, il ne savait plus sourire, et j'avais été choquée, en fait, parce que avant le burn-out, avant le diagnostic, avant que le diagnostic soit posé, il avait perdu sa joie de vivre et son sourire. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi. Et peut-être que, inconsciemment, je cherche à réparer. Une petite culpabilité d'avoir vu votre mari aussi déprimé. Oui, de ne pas avoir su, de ne pas avoir vu qu'il était malade, en fait. Et probablement ça, peut-être ça. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que je m'attachais, jusqu'à présent, je m'attachais à essayer de redonner le sourire aux gens. Donc, on pourrait dire que vous avez payé pendant quelque temps tout ça, et puis aujourd'hui, vous êtes libéré de cette culpabilité-là. Enfin, c'est une interprétation un peu rapide que je fais. Un peu rapide, oui, tout à fait. Oui. Je suis bien d'accord. Didier Pleu, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Isabelle? Non, mais moi j'ai entendu le mot mission, et là où vous visez juste, Brigitte, c'est qu'en général, quand on a une mission qui se traduit par il faut que j'agisse comme ça, je dois réparer, je dois m'occuper des gens tristes, etc. Oui, il y a toujours une construction, qu'elle soit infantile, une blessure, ou une construction ensuite, une rupture, ou des choses, parce que c'est pas forcément tout est figé dans les premières années de sa vie, mais ce qui est sûr, c'est que ça correspond à quelque chose. Et c'est ça, sans doute, qu'Isabelle a disputé, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire qu'elle a dit « Oh là là là, il faut que j'arrête de répondre à cette injonction de mission d'être tout le temps à donner de l'amour et de la tendresse et de la vie aux gens tristes et déprimés, parce qu'elle a vu qu'elle s'oubliait. » Donc c'est ça qu'on appelle une dispute rationnelle. Bon, tu as le droit de vivre à l'émotionnel, ça c'est ta construction plus ou moins consciente, tes blessures, tes choses qui te missionnent. Mais ta mission, elle fait que tu t'oublies. Et c'est ça là qu'Isabelle a réagi en se disant, donner, mais j'ai aussi envie de recevoir un petit peu. Donc, ok, réparer, c'est une bonne valeur, mais certainement pas, je me dois constamment de réparer, d'être à l'écoute et d'être en amour avec les autres. J'ai aussi envie qu'on pense à moi et d'être un peu plus égocentrique. On a le droit. Oui, complètement. Et ce qui a fait que j'ai changé en fait d'état d'esprit, c'est le bénéfice. Le bénéfice que j'ai à gagner dans une relation où il y a de la joie, de l'émerveillement, des choses qui vibrent comme moi je vibre en fait. Et alors que dans les précédentes relations, c'était comme si je ramais à contre-courant en fait.
Et c'était énormément d'énergie, énormément d'efforts. Et je m'épuisais énergétiquement, mais je m'épuisais physiquement, mentalement. J'étais fatiguée sans arrêt. Et là, en fait, aujourd'hui, c'est léger, tout est léger, et c'est un autre sens que j'ai donné à ma vie, alors que malgré tout, le bon sens pour moi, dans mes relations précédentes, il était d'aller vers ces personnes tristes. Aujourd'hui, je change de sens. Parce que vous avez compris qu'on n'est pas non plus totalement responsable de l'état émotionnel de l'autre, et que donc vous avez compris que vous aimiez mieux être avec des personnes qui sont comme vous, un peu joyeuses, et puis je crois que on devrait tous avoir cette tendance-là, et voilà, mais vous n'aviez pas vu que votre mari c'était autant dégradé parce que vous êtes quelqu'un de plutôt joyeux, mais ça montre quoi? Ça montre que vous avez bien cheminé, Isabelle. Vous êtes passée d'un état, si je puis dire, peu capable de voir comment l'autre ressent les choses, et aujourd'hui vous êtes capable à la fois de respecter vos émotions et de voir les émotions de l'autre. J'ai envie de dire que vous êtes devenue intelligente émotionnellement. Oui, rationnel, j'ajouterais rationnel, c'est-à-dire elle n'est plus un émotionnel pur, elle accepte la réalité des autres et sa réalité. Alors que quand on répond qu'à une émotion, c'est je me dois de réparer, il faut que je fasse ça, et là on est plutôt dans ce qu'on appelle la belle névrose, on n'est pas dans le réel. Elle a perdu le bon sens, maintenant elle l'a regagné parce qu'elle est réaliste. Donc chapeau, belle émotion. C'est un beau cheminement, bravo. Merci de votre témoignage en tout cas. Et puis encore une fois, on fait des erreurs. C'est pas grave. On fait tous des erreurs. Si on en tire quelque chose, eh bien ça devient des expériences et on chemine. Didier Pleu, on se retrouve dans un instant, toujours sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Didier Pleu est avec nous et il nous rappelle qu'il y a le principe de plaisir, certes, mais il y a également le principe de réalité, et il faut arriver à jongler entre les deux, déjà par rapport à soi-même et aussi par rapport à notre partenaire. On imagine bien comment c'est compliqué. Alors Mickaël, on en a parlé dans l'introduction, du besoin sexuel et de la frustration que ça pouvait engendrer si on avait une partenaire qui n'est pas du tout dans le même besoin, et donc c'était votre cas, Mickaël. Merci de réagir. Bonjour. Tout à fait. Bonjour Brigitte, bonjour Didier. Alors oui, effectivement, moi ma première compagne, qui a été également la maman de mes enfants, c'est vrai que le côté sexe c'était pas son truc. C'est en fait au moment de concevoir les enfants, il n'y a pas de problème. C'était une vraie déesse. Donc là, c'était pas matin, midi, soir, mais c'était vraiment intense. Et à partir du moment où elle tombait enceinte, c'était fini. C'est-à-dire que là, du coup, j'avais vraiment plus rien. Il fallait vraiment que j'allais quasiment en pleurer, ou vraiment être vraiment mal pour qu'elle accepte qu'on puisse le faire. Et je dirais, elle craquait en général, on va dire une fois tous les 6 mois. Voilà, mais c'était vraiment. Quand on est un jeune homme, c'est vraiment dur à gérer. Surtout moi, c'était ma première partenaire sexuelle. Je n'avais jamais eu d'autres femmes avant. Et le plus long qu'elle m'a fait attendre, c'est 2 ans. 2 ans sans rien du tout. Voilà. Alors là, c'est pas parce qu'elle était enceinte, parce qu'à la limite, excusez-moi, Mickaël, mais une femme enceinte qui n'a vraiment pas envie de faire l'amour, c'est des choses qu'on peut entendre, et oui, je pense qu'un homme peut le comprendre, puisque c'est quand même son enfant qui est en gestation. En revanche, 2 ans sans sexualité, là, ça traduit quoi? Ça traduit que cette femme, sexuellement, son désir se nourrit de son désir d'être enceinte. Une fois qu'elle a eu les enfants qu'elle avait envie d'avoir, la sexualité pour elle n'a plus aucun intérêt, il me semble. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est aussi ce que j'ai pensé, parce qu'en fait c'est vrai qu'en tant qu'ami, ou quand on pouvait parler comme ça, il n'y a aucun problème, mais j'irais même être embrassé, c'était compliqué. Alors si je faisais juste un petit bisou du bout des lèvres pour lui dire bonjour. Oui, d'accord. Elle avait une difficulté avec l'intimité, sauf pour se reproduire. Je pense qu'il y avait certainement. Enfin, j'ai l'impression que vous vous êtes séparés. Hein, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Oui. Là, je pense qu'elle aurait eu besoin d'un vrai travail sur elle-même, parce que quand on en est à ce stade-là, c'est que quelque part on a sans doute eu des choses qui expliquent cela. Mais fallait-il encore qu'elle ait envie de changer?
Tout à fait. Alors c'est vrai que dans son passé, elle avait eu des des attouchements, des choses comme ça. Et du coup voilà, moi ce que je dis, il devait y avoir un lien entre les deux. Après, c'est qu'elle n'a jamais voulu en parler à qui que ce soit. Moi j'étais un des seuls qui le savait. Et je dirais même les difficultés qu'on pourrait rencontrer entre nous, c'était surtout on n'en parle à personne. Personne n'a envie de savoir ce qui se passe. Non mais voyez Michael, moi on fera une émission d'ailleurs sur l'inceste la semaine prochaine. Ce qui est important à entendre pour vous, mais surtout pour tous ceux qui écoutent, et puis après je vous fais réagir Didier Pleu, c'est que derrière son refus, il y a évidemment une énorme souffrance. Le problème, c'est que cette souffrance-là, elle la garde enquistée, et du coup, elle perd son compagnon, elle continue à souffrir, et j'ai toujours envie de dire que bien sûr que c'est très douloureux de faire un travail sur soi quand il y a des traumatismes difficiles comme des abus sexuels, mais ne pas travailler sur soi, c'est continuer à souffrir de l'intérieur, si je puis dire, et faire souffrir son entourage, et finalement ne jamais réussir à être heureuse. Didier Pleu, vous êtes, j'imagine, assez d'accord sur ce que je viens de dire. Ah bah oui, non, mais là vous prêchez un converti. Les victimes d'abus en tout genre, surtout les abus sexuels, méritent un travail, c'est-à-dire justement un travail sur l'acceptation, dans le bon sens du terme, de ce qui s'est passé pour pouvoir revivre ensuite avec ces cicatrices. Mais ce qui est intéressant dans ce que disait Michael, c'est que lui, il devait être quand même pendant des années et des mois en attente d'autre chose. C'est-à-dire, ma femme devrait avoir des relations sexuelles un peu plus fréquentes avec son mari parce que j'ai des besoins. Et maintenant, il est en train de prendre conscience que c'était une demande irrationnelle dans le sens où sa femme, elle-même victime d'abus, et avec ses cicatrices, ne pouvait pas répondre à sa demande. Vous voyez, c'est toujours pareil. Ça devrait fonctionner comme ça. On ne tient pas du tout compte de l'autre et de ses cicatrices et de sa construction. Être réaliste, c'est de se dire, bon, ma femme n'a pas les mêmes désirs que moi. Est-ce que c'est quelque chose de physiologique ou quelque chose qui rappelle des blessures anciennes? Est-ce qu'on peut en causer? Mais je pense que Michael, pendant de longs mois, a dû manger son chapeau en se disant j'attends, j'espère qu'elle va comprendre, j'espère que ça va changer. Maintenant, je crois qu'il a une position beaucoup plus rationnelle. Et en plus, ce qui est terrible, Michael, c'est que comme vous saviez qu'elle avait eu des blessures, enfin des abus, donc vous compreniez son traumatisme et du coup vous osiez peut-être moins. Alors que, ok, il y a ça, mais ça, c'est exactement ça, parce que sachant ce qu'elle avait vécu, du coup j'avoue ce qu'elle avait. Ben oui, mais ça n'empêche pas que vous étiez de toute façon trop frustré et que vous ne respectiez pas votre besoin essentiel. Donc il fallait malheureusement rentrer dans une vraie communication. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Je comprends que tu souffres, mais moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va consulter? Est-ce que tu vas consulter? Est-ce qu'on se quitte? Est-ce que je vais voir ailleurs? Mais pour ça, il ne faut pas que Michael se soit dit constamment je devrais la respecter dans sa souffrance, je sais qu'il y a des origines à tout ça, je ne devrais pas l'enquiquiner avec tout ça. Ça, c'est encore une injonction qui ne tient pas compte du réel. Non, ma femme a été une victime d'abus. Qu'est-ce qu'on peut construire, communiquer et travailler ensemble pour que ça change? Ce qui a tout bloqué, c'est oui, mais je comprends quand même qu'effectivement, elle soit brisée à ce niveau-là. Oui, c'est toujours cette même chose de voilà comment je dois faire au lieu de voir simplement la réalité des choses. Ma femme a une souffrance, est-ce qu'on peut s'en libérer? Et peut-être aussi l'espoir qu'elle revienne comme avant, puisqu'il y a eu un moment où la sexualité était chouette. Mais ça, c'est vraiment une chose qu'il faut comprendre. La maternité change parfois la sexualité des femmes, souvent même d'ailleurs, toujours un peu d'ailleurs, parfois en mieux, cela dit. Mais c'est pas, c'est rare qu'une femme ait exactement la même sexualité après être devenue mère. Donc il faut aussi accepter cette réalité-là. Qui malheureusement n'est pas toujours compréhensible pour les hommes, parce que vous, en tant qu'homme, ça ne change pas énormément votre sexualité, le fait d'être père. C'est vrai que dans notre corps, il se passe rien. Il n'y a pas de changement, je veux dire. Non, il se passe pas grand-chose, sauf chez certains hommes qui ont ce syndrome de ventre qui se gonfle, mais c'est quand même très rare. Ça, c'est quand on arrive à 40 ans, ça. Ouais. Mais méfiez-vous, parce que les féministes, je crois qu'elles ont envie que ce soit les hommes qui portent les enfants, donc ça vous attend, ça va vous arriver bientôt. Ouais, mais non, merci. Non, je crois que je plaisante évidemment. Je plaisante.
Bon, ben merci en tout cas, Mickaël, d'avoir réagi, parce que je crois que c'est un vrai sujet de couple, ce que vous avez traversé, et il faut oser vraiment en parler. Moi qui vous entends, les hommes, depuis tellement d'années, vous avez tendance à être parfois trop soumis à ce non-désir d'une femme. Ben non, quand on part sur l'idée de former un couple, on part quand même avec la sexualité dans le panier, si je puis dire. Donc voilà. Merci Mickaël. Le Love Conseil, comment faire durer son histoire d'amour? On en parle dans un instant, et avec Didier Pleu, bien sûr. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Didier Pleu, je vais parler de 5 clés essentielles pour faire durer son histoire d'amour. Alors il y en a certainement bien d'autres, mais en tout cas on va déjà évoquer ça. Parce que c'est vrai, on a tendance à croire que l'amour ou la sexualité sont indispensables. Alors je dirais oui dans un certain sens, mais pas indispensables. En tout cas ils sont utiles pour que la relation démarre, mais bien insuffisant pour que ça puisse durer longtemps. La première clé, sans aucun doute, je crois que c'est l'envie et la volonté que ça dure, parce que on oublie peut-être un petit peu ces derniers temps, je trouve, de parler de ce qu'est l'engagement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si on veut qu'une histoire d'amour dure, il faut avoir envie de s'engager et respecter cet engagement, non ? Oui, parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que si on est simplement dans un souci d'immédiateté, de jouissance immédiate et effectivement de fréquenter quelqu'un pour cette espèce de bonheur absolument immédiat, ça marche pas. Alors que envisager déjà le futur, la durée, etc., c'est être rationnel. C'est-à-dire, je suis dans les devenir à moyen et long terme quand je construis un couple. Je suis pas dans l'immédiateté comme un gamin qui veut son biberon. Alors deuxième clé, je citerai l'exigence, parce qu'il s'agit de ne pas se contenter simplement d'une histoire banale, mais d'essayer de vouloir le meilleur pour notre couple. Je dis bien pour notre couple, je n'ai pas dit pour soi. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine ? Oui. Exiger, c'est vouloir des choses pour le couple, et c'est pas simplement je pense qu'à mon nombril. Bien sûr. Troisième clé, le respect de soi et le respect de l'autre, ce qui demande évidemment une certaine objectivité ou un certain principe de réalité, comme vous dites si souvent. Oui, j'ai un ego, mais l'autre aussi a un ego. Donc, est-ce que je peux trouver un heureux compromis et non pas tout le temps revenir vers moi ? Ouais. Ensuite, quatrième clé, une certaine adaptation, une certaine adaptabilité, parce que vivre à deux, ça demande évidemment des adaptations quotidiennes et puis parfois de grandes adaptations. Mais on l'a entendu tout à l'heure avec notre Caroline, il va falloir trouver s'adapter entre celui qui veut vivre dans la montagne et l'autre qui veut vivre en ville. Donc l'adaptation, et ça c'est pareil, c'est difficile l'adaptation dans les couples. Oui, s'adapter sans faire le grand savant, souvenez-vous Darwin, l'adaptation c'est l'évolution. C'est la survie. Et sinon on stagne et on régresse. Donc la survie du couple, ça passe aussi par des adaptations. Et dernière clé, la tolérance, parce que il faut accepter l'autre avec ses défauts. Et voire même parfois surmonter des crises, surmonter des conflits qui ont été un petit peu difficiles. Oui, la tolérance, c'est l'autre définition de l'acceptation. L'acceptation, c'est pas se résigner. Je vois l'autre tel qu'il est. Il est comme ça. Il y a des choses que j'aimerais changer, des choses que je ne peux pas changer. C'est pas la peine de mettre martel en tête pour avoir des objectifs irrationnels. C'est comme ça. Bon, donc quand on a terminé ce Love Conseil, on comprend pourquoi il y a tellement de couples qui n'arrivent pas à durer. Oui, parce que je crois qu'il y a beaucoup de clés qui ne doivent pas fonctionner pour certains. Oui. Ouais. Ou alors les serrures ne sont pas avec assez de lubrifiant. Charlotte, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Didier. Merci d'être avec nous, de réagir. Merci à vous. Oui, c'est tout à fait ça. C'est bien d'avoir les clés. Encore faut-il savoir trouver le trou de la serrure, quoi. Parce que c'est la difficulté majeure, en tout cas dans mon cas. Moi, j'ai un compagnon qui a beaucoup d'attentes en termes
de marques d'affection, de câlins, de tendresse, de mots d'amour. Et moi, je sais pas faire ça. J'ai pas été programmée comme ça. Donc j'ai l'impression que mes preuves d'amour sont réelles et suffisantes, mais par des actes plus que par des paroles ou par des gestes du quotidien. Oui. Vous avez, en d'autres termes, on pourrait dire que vous n'avez pas le même langage de l'amour. Vous savez, il y a ces 5 langages de l'amour, et vous allez, parce que vous êtes dans vos actes et vos paroles capable de lui prouver que vous l'aimez, vous considérez que il a les preuves, mais lui, il a besoin de preuves intimes, lui, il a corporelles. Ouais, non, mais même de mots. Hein. Enfin, honnêtement, c'est surtout les mots. Hein. J'arrive pas à avoir des mots d'amour, des mots tendres et tout ça. Et puis, j'ai l'impression que ça suffit, moi, avec les actes, quoi. Hein. Le fait de le soutenir au quotidien, d'être une famille, d'être là, etc. Pour moi, c'est ça la preuve d'amour. Et lui, il a besoin d'autres choses. Alors bon, on s'attend mutuellement sur certaines choses, quoi. Lui, il a ses attentes-là. Moi, j'attends qu'il me surprenne tous les jours. On est tous les deux avec ces attentes-là que l'autre n'arrive pas à vous arrivez à en parler? Oui, beaucoup. On en parle énormément. C'est toujours le sujet qui revient quand on s'engueule, évidemment. C'est ça, quoi. Mais on en parle, mais on n'arrive pas. Pourtant, ça fait bientôt 20 ans. Hein, ça fonctionne sur tout un tas d'autres sujets. Mais sur cette attente-là, moi, je n'arrive pas du tout à me forcer à avoir ces mots-là. Et voilà, quoi. Vous pouvez pas lui enregistrer un CD et puis comme ça il écoute régulièrement et il aura. À certains moments j'ai trouvé justement la serrure et la clé qui allait avec, c'était de lui écrire. En lui écrivant, j'arrivais beaucoup mieux à exprimer des choses. Parce que voilà, dire des mots d'amour, j'y arrivais pas, mais les écrire, j'y arrivais un peu mieux. Alors il faudrait peut-être que je le fasse plus souvent, je sais pas. Peut-être, mais. Dans votre histoire, vous avez tous les deux un manque vis-à-vis. Donc peut-être que ça peut se communiquer. Vous faites un petit effort de ce côté-là, lui fait un petit effort de son côté, et puis comme ça, il y a une vraie susceptibilité. Enfin, vous êtes c'est donnant-donnant. Oui. Vous disiez plus. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Charlotte? Ce que vous dites, Brigitte, comme conseil, c'est tout à fait réaliste, mais moi je pense toujours que si Charlotte a bien du mal à accepter le fonctionnement de son mari, c'est parce qu'elle doit se dire, mais l'amour c'est dans les actes, il devrait comprendre qu'avec tout ce que je fais, je l'aime. Et puis de l'autre côté, son mari arrête pas de se dire, l'amour c'est dans le dire, dans l'expression. Et donc chacun décline son attente, quoi. Il devrait comprendre que j'agis et que je l'aime, et l'autre, elle devrait comprendre que j'ai besoin qu'on me le dise. Ça peut durer longtemps. S'ils se disent, bon, elle est pas comme ça, il est pas comme ça. C'est frustrant, c'est pas ma tasse de thé, j'ai pas été construite comme ça, mais bon, c'est la réalité. Ils vont baisser d'un cran, ils vont plus être en colère, ils vont être, c'est frustrant, tu sais, quand tu me dis jamais je t'aime depuis 4 jours, mais je comprends, tu es un peu bloqué de ce côté-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est beaucoup plus sympa, c'est un souhait que de se dire, tu peux pas me le dire, non? Un peu plus fort, toi, là, que tu m'aimes. Et toi, tu peux pas regarder ce que j'ai fait depuis 8 jours avec des bons petits plats et toute la sympathie que j'ai. Ça peut durer longtemps, ça. Non, c'est l'acceptation, c'est pas baisser d'un cran, c'est je regarde le réel. Il est pas comme ça, elle est pas comme ça, j'aime pas ça. C'est frustrant, ça répond sans doute à des petites blessures que j'ai. Mais si j'accepte, je vais pouvoir en parler avec humour, avec je sais pas quoi, et on n'est pas obligé de passer sur le divan pour combler ça. On peut simplement accepter. Oui, il y a des trucs qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est comme ça. Est-ce que vous avez repéré à quelle cadence, à quel rythme vous vous disputez à cause de ça, Charlotte? Non, on n'a pas vraiment repéré de cadence, mais ce serait quoi? Voilà. C'est tous les mois, c'est tous les 6 mois, c'est toutes les semaines? Non, peut-être pas tous les mois, mais peut-être tous les 6 mois non plus. Je dirais tous les 2-3 mois, quelque chose comme ça. Voilà. Moi, je vous donne une piste qui pourrait peut-être vous aider. Imaginons que c'est tous les 2 mois que ça déborde un peu, hein, que la poubelle de rancœur et de reproches ou de critiques est remplie. Eh bien, toutes les 6 semaines, si c'est tous les 2 mois, donc toutes les 6 semaines, vous organisez un petit rituel où chacun fait amende honorable face à l'autre. Oui.
Et donc vous décidez ce jour-là. Alors ça peut être chez vous, au salon, dans votre chambre, ou ça peut être dans un lieu, et pourquoi pas en pleine nature. Et chacun demande pardon à l'autre de ne pas réussir à lui donner ce qu'il attend. Mais voyez, dans quelque chose de très chaleureux, de très empathique, chacun votre tour. Et quelque chose de programmé, du coup, vous le programmeriez carrément? D'accord. Absolument. Je vous dis, si vous avez tendance à vous disputer toutes les 6 semaines, tous les 2 mois par exemple, vous le programmez un petit peu moins en avance, vous voyez, parce que comme ça, ça va. Ça désamorce la bombe avant qu'elle pète. Exactement. Voilà. Vous avez tout compris. Et vraiment, même si la première fois, vous allez voir, ça va, vous allez certainement être un peu tendu et ça va être un petit peu conflictuel parce que il y aura déjà un petit peu de choses qui sont, et ça peut, écoutez, visiblement dans ce que vous me dites, je crois que votre couple va quand même assez bien. Ça peut vraiment marcher et ça peut vous permettre peut-être de trouver une façon de ne pas aller jusqu'au moment où ça éclate, quoi, parce que c'est. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier? Ça peut marcher, non? C'est original comme hypothèse, mais ouais, ce que j'entends, c'est parler de ce qui fâche, ça évite de s'endoctriner tout seul, jour après jour. Il n'a pas fait ça, elle n'a pas fait ça, elle devrait faire ça, jusqu'à l'explosion toutes les 6 semaines, effectivement. D'anticiper, de se dire, on va en parler de ce qui dysfonctionne et de faire, comme vous dites. Alors, attention, je crois pas qu'il faut qu'il parle de ce qui ne va pas. Je pense qu'il faut juste se faire un don de. Excuse-moi de ne pas être ce que tu voudrais que je sois. Exactement. Voilà. C'est vraiment de parler de soi et de dire je t'aime. Ou alors si vous n'avez pas dire je t'aime, c'est pas grave. Vous le prenez dans vos bras et vous lui dites en effet. Excuse-moi de te prouver mon amour par des attitudes, par des gestes, et mettez-y un peu d'humour et puis peut-être que ça peut vous aider à dépasser le. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà. Je testerai et je vous rappellerai pour vous dire. Voilà. Merci Charlotte. Et le mari dira, excuse-moi d'être un ogre intérieur, je suis vraiment un grand quémandeur d'amour, voilà. Tout à fait ça. Voilà, et plus vous saurez vous parler avec un petit peu d'humour et de dérision de vous-même, plus ça marchera. D'accord, ok. Merci pour ces bons conseils. Je vous en prie, Charlotte. Si vous appelez, c'est pour qu'on vous donne des conseils, bien sûr. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à vous, merci. Didier Pleu, il nous reste quelques minutes pour conclure. On se retrouve dans un instant. Et puis, je pense qu'on aura déjà bien donné des conseils à tous ceux qui nous écoutent. Et j'espère qu'ils pourront en tirer de bonnes conclusions. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Didier Pleu est avec nous, psychologue, auteur de ce livre, L'éducation bienveillante, ça suffit. C'est aux éditions Odile Jacob et on voit à quel point ça nous rend malheureux en amour parce que justement on a du mal avec la frustration que souvent on n'a pas assez appris durant notre enfance. Mais en même temps, je suis très indulgente parce que je trouve qu'en amour, on a souvent un petit peu d'idéal qu'il faut arriver à qui il faut tordre le cou. Alors, je crois, Garance, que vous réagissez par rapport au témoignage de Michael. Bonjour, Garance. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Didier. Bonjour. Oui. En fait, je voulais témoigner parce que la frustration, elle peut se trouver, de différentes façons. Et moi, voyez, dans mon couple, alors à présent, j'ai divorcé et justement de divorcer, ça permet aussi de se mettre à distance. Mais j'avais un mari qui avait énormément de besoins et d'attentes sexuelles et qui lui, par contre, n'attendait pas du tout, ne voulait pas entendre quand pour moi c'était pas possible et ça n'était pas possible parce que j'avais des problèmes de santé et quand bien même j'ai pu l'amener avec moi faire les examens et tout ça, il en est arrivé un jour à me dire que je le faisais exprès pour lui gâcher la vie et donc je finissais par céder et donc la frustration de son côté elle était impossible. Et moi de mon côté je cédais et donc
Alors, vous voyez, Garance, merci de votre témoignage, parce que quand la frustration n'est pas possible, on accuse l'autre, on devient agressif vis-à-vis de l'autre, et ce que vous dites, c'est vraiment caricatural de quelqu'un qui n'a absolument pas appris la frustration. Hein. Didier Pleu, là, on est vraiment avec quelqu'un qui ne supporte pas la frustration. Oui, c'est ce que j'ai appelé les enfants rois qui deviennent ados rois, qui deviennent adultes rois. Et l'adulte roi, lui, mon partenaire, ça doit être un objet sexuel quand je veux, mon partenaire doit faire ceci. Enfin, ce sont des gens très narcissiques et surtout très intolérants aux frustrations, quoi. La vie doit m'apporter ce que j'ai envie qu'elle m'apporte, et si ça marche pas, j'explose, je suis en colère, etc. Donc, nous, on les appelle aussi des BFB, ces gens-là, les Big Fucking Babies, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas maturé, quoi. Je veux que la vie m'apporte tout ce qu'elle doit m'apporter, mais par contre, pour le partenaire, et Garance a dû en souffrir, parce que des gens comme ça, ils sont intolérants sur, je sais pas, c'est de sexe, mais ils sont aussi intolérants sur le repas est froid, et ils sont aussi intolérants sur pourquoi tu téléphones à ta sœur, ils sont aussi intolérants sur de multitudes de choses. Ça m'étonnerait que ce soit uniquement sur le sexe. Garance ? Voilà. Oui, totalement. C'est exactement ça. C'était l'intolérance à tout. C'était, il fallait que je sois en fait à disposition. Et voilà. Et ce qui fait que ça rend le quotidien très difficile à vivre. Et l'autre n'entend pas. Et moi, de mon côté, par contre, parce que j'attendais de lui finalement qu'il me fasse, j'allais dire, rêver quand on allait chez des amis, mais il ne voulait pas faire l'effort de parler. Donc les gens finissaient par plus nous inviter parce qu'ils ne voulaient pas faire l'effort de parler. Voilà, ce type de choses, d'être à l'écoute, moi, de mes demandes, là, c'est même pas la peine. C'était à quel sens unique, en fait. Oui. Alors, vous voyez, Garance, il y a deux choses importantes. D'abord, c'est terriblement, c'est douloureux, mais ce qui est peut-être de plus douloureux encore, c'est qu'on a réellement le sentiment de ne pas être comprise, et puis de ne pratiquement plus exister pour l'autre, quoi, d'être obligé d'être l'objet de l'autre. Bon, évidemment, je pense que vous êtes heureuse d'avoir divorcé, que vous comprenez que c'était la seule solution. Alors, absolument. Je ne sais pas si le mot heureuse, mais en tout cas, soulagée, parce que, bon, voilà, je sais aussi pourquoi j'ai accepté ça, parce qu'on n'accepte pas ce type de situation, parce que quasiment 30 ans, c'est bien parce qu'il y a d'autres choses derrière, mais disons que, voilà, ça a constitué l'essentiel de mon existence, et ça me permet maintenant de beaucoup travailler, de beaucoup avancer. Donc, j'essaie d'en faire quelque chose de positif, de constructif pour moi, pour mes enfants aussi, et pour les autres globalement, parce que dans le cadre associatif, j'essaie d'éveiller les plus jeunes à ce type de comportement. Justement, accepter la frustration. Qu'est-ce que c'est la frustration ? Comment je peux le gérer ? Est-ce que ça concerne vraiment l'autre, ou est-ce que ça me concerne pas moi directement ? Voilà, toutes ces questions que j'ai été amenée à me poser et à travailler dans mon coin, pas toujours toute seule, heureusement. J'ai croisé des bons thérapeutes aussi. Alors, c'est intéressant parce que vous m'avez dit quelque chose qui me donne envie de faire réagir Didier Pleu, mais vous aussi, Garance. Qu'est-ce que c'est que la frustration, au fond ? Comment on la définirait ? Alors, je pense que la frustration, c'est une demande... j'allais dire de l'ordre vraiment de l'infantile, de l'immature, qui fait prendre conscience que à un moment donné, il y a une réalité qui va nous opposer une limite, et que cette frustration, c'est juste la prise de conscience de la limite. Et c'est l'étape avant l'acceptation de la réalité. Voilà. Pour moi, la frustration, c'est un état de voilà. C'est pas mal ce que dit Garance, Didier Pleu. Non, superbe définition, c'est ça. C'est bien. La frustration, c'est juste avant de voir la réalité telle qu'elle est. C'est un comportement immature. La vie doit être comme j'ai envie qu'elle soit. Non, donc l'intolérant frustration est irrationnel. Le tolérant, il n'est pas forcément dans la joie d'être frustré, mais il sait que c'est aussi ça, parce que la réalité s'oppose souvent.
En tout cas, ce qui est clair, là, je vais élargir un tout petit peu le débat de cette émission. On a parlé de la frustration dans le couple, mais la frustration, elle est inhérente à la vie en société, et tous les problèmes qu'on entend aujourd'hui d'augmentation de délinquance, d'augmentation c'est dû à cette incapacité à comprendre que la vie en société, elle est forcément frustrante. Didier Pleu, je pense que ne pas respecter une file d'attente, ne pas respecter le feu rouge, tout ça, ce sont des incapacités à la frustration. Non, tout à fait. Je crois qu'on a déjà dit, il y avait des décennies précédentes où le principe de réalité était trop fort. Au siècle dernier, il n'y avait pas la place au plaisir. Donc là, il y avait trop de frustration. Mais on est basculé dans un monde où le principe de plaisir l'a emporté sur le principe de réalité. Et là, on est beaucoup plus vulnérable devant les adversités de la vie. Donc, est-ce qu'on peut retomber dans une vie un peu plus harmonieuse où c'est plaisir et réalité, et non pas l'un ou l'autre? Mais c'est vrai, oui, c'est un enjeu aussi social et civilisationnel, on voit bien. Eh oui. Mais Garance, comment vous avez évolué justement avec ce compagnon toxique, parce que je crois que le mot on peut le mettre. Pour ceux qui écoutent, pour les femmes qui écoutent ou les hommes qui écoutent, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont avec des partenaires toxiques, quel a été le premier déclic? Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui nous écoutent pour les aider à réagir? Le premier, je saurais pas dire quel a été le premier, sincèrement le premier. Je pense que c'est sans doute quand mes enfants sont nés et que j'ai commencé à me rendre compte que les attentes de leur père venaient à les abîmer elles. Et je pense que comme malheureusement quand ça touche nos enfants, on va de suite réagir. Et je pense que c'est ça. J'avais eu une de mes filles qui a toujours une passion, et lui ça le dérangeait et il aurait voulu qu'elle arrête. Et il a fallu que je me batte pour qu'elle puisse continuer à vivre sa passion, dont elle en a fait son métier. Et voilà, c'était ça tout le temps. Mais dès que ça touche, pour ma part, c'est quand ça a touché mes enfants en fait. Voilà, sur des choses toutes simples, justement notre fille aînée, quand sa sœur est arrivée, elle n'avait que 2 ans, donc je pouvais pas avoir les 2 au bras. Il refusait de la prendre au bras. Il disait elle sait marcher, elle a qu'à marcher, quand bien même nous puissions rentrer tard le soir. Et voyez, ce genre de choses qui fait que vous dites mais c'est pas possible, je vais pas accepter ça pour mes enfants, quoi. Je pense que c'est ça en fait, voilà. Mais c'est souvent ce que vous dites, c'est malheureusement souvent parce qu'on voit son enfant qui souffre de l'intolérance du père, que tout d'un coup on se dit mais attends, mais je suis avec qui là? Oui, c'est intéressant ce que dit Garance Didier Pleu. Oui, mais elle a vite réalisé que pour son mari, l'autre n'existait pas, que ce soit un enfant, sa femme, les gens sont chosifiés. Si les enfants, c'est que de la frustration parce qu'il faut se contraindre, il faut s'interdire des choses, j'en veux pas. Donc ça lui est tout le temps ça. Mais les enfants prennent trop de place, les enfants veulent trop exister. C'est là où vous aviez raison, Brigitte. Oui, c'est une relation toxique parce qu'il était, lui, avec lui-même, et il fallait pas que la réalité soit contraignante et lui interdise tous ses petits désirs. Alors, ce que je pourrais juste rajouter, c'est qu'avec le temps, moi, j'ai compris que j'avais épousé le clone de ma mère. Pour dire qu'il y a quand même des femmes, en fait, quand même, qui sont comme ça. Oui, et bien qui sûr. Et c'est parce que, justement, moi, j'avais grandi avec quelqu'un qui était comme ça que je ne pouvais pas faire autrement que d'aller vers ça. Il m'aura fallu des années pour le comprendre, mais voilà. C'est pas ni masculin ni féminin. Non, ça c'est clair. Merci de le rappeler. Je le rappelle souvent, mais c'est bien aussi que vous le disiez. Parce que peut-être vous avez été une petite fille très soumise et donc c'était naturel pour vous de continuer à l'être avec cet homme, bien sûr. Non, mais qu'il y ait des femmes toxiques, ça, à mon avis, on est à égalité là-dessus, je pense. Parité.
Oui, parité totale. Et puis, rappelons que quand on élève seul son enfant, c'est important de mettre aussi de l'autorité et de la frustration. Maintenant que les femmes qui n'ont pas voulu garder le père, c'est à elles aussi d'avoir ces deux rôles, d'être maternante et de mettre de l'autorité. C'est peut-être aussi ça qui pêche un peu dans notre société actuellement. Bref, on en parlera d'ailleurs prochainement avec quelqu'un qui a écrit un joli livre justement sur la nécessité du père. N'est-ce pas, Didier Pleu? Pour conclure, on pourrait dire ça peut-être? Oui, tout à fait. C'est ça, avoir du bon sens. C'est simplement du bon sens de dire que c'est plus facile d'éduquer à deux que tout seul, parce que effectivement, prendre les deux rôles, amour et frustration, c'est difficile seul. Mais bon, c'est un peu le grand écart. Merci beaucoup Garance, merci Didier Pleu, merci à tous. Tout de suite vous retrouvez bien sûr Alexandre Devanne, et puis demain on sera avec Samuel Doc, on va parler d'amour. Est-ce qu'on peut parler d'amour encore quand il n'y a plus du tout de sexualité dans le couple?